Les crises sont désormais une constante dans le monde des entreprises. Dans ce contexte, la question de la résilience prend toute son importance. La robustesse d'une entreprise ne passe-t-elle pas aussi par des choix dans la gestion du pouvoir et de la valeur en interne? C'est le thème de ce débat. Et Maëlys, j'aimerais qu'on commence avec vous par du concret. Quels sont les freins psychologiques ou en termes d'organisation les plus courants que vous observez chez les entreprises qui hésitent à partager la valeur et le pouvoir? Alors déjà, le premier, mais ça, je pense que je laisserai, mes amis, Scop et SIC en parler. C'est souvent, le préjugé, je crois que Thomas, vous en avez parlé en introduction, le préjugé qu'on va aller moins vite, parce qu'on partage le pouvoir et la décision, voilà. J'avais rencontré Laurence Ruffin, qui est, vice-présidente de la confédération générale des SCOP. On a fait une présentation en novembre dernier et elle disait qu'elle considère que dans donc elle a une SCOP et qu'elle considère que dans la discussion, ils gagnent du temps sur la motivation des salariés en aval. Voilà. Mmh. Donc il y a pas mal comme ça, de préjugés. Et sinon, côté fondation actionnaire, vu qu'on en parlait tout à l'heure, en fait, on observe d'abord, donc, c'est avant de partager le pouvoir, il y a d'abord un partage de valeurs, il y a d'abord un Mmh. don, en fait, Mmh. de parts qui doit être donné, donc de parts sociales de l'entreprise. Et ce qui est compliqué, donc Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est le rapport à l'argent. Déjà, voilà, c'est quand même compliqué de se déposséder. La dépossession, c'est un terme qui est très très important, se déposséder de dividendes et se déposséder de quelque chose qu'on a parfois acquis, qu'on considère en fait nous appartenir. Mais est-ce que l'entreprise appartient aux dirigeants? C'est une bonne question. Et beaucoup de gens qui ont donné des parts à des fondations actionnaires considèrent que non. Voilà, qu'elle appartient à ses salariés. Ça, les scopes le démontrent bien. Et ensuite, du coup, la dépossession de parts sociales entraîne ensuite nécessairement une dépossession du pouvoir. Et c'est là où avoir un organisme non lucratif qui puisse décider et qui en fait n'appartient à personne Mmh. engage quelque chose de tellement nouveau aussi Mmh. que une espèce de vide quelque part qu'il faut aussi prévoir parce que voilà, qui sera dans les instances de gouvernance, comment est-ce qu'on organise ces nouvelles structures voilà, qui sont des modèles hybrides à créer, à construire. Il y a un pas à sauter Mmh. et Mmh. sortir de toute façon de notre capitalisme tel qu'on le connaît, Mmh. tel que vous le disiez tout à l'heure. Il y a de toute façon un pas à sauter et des décisions et un courage à avoir de la part des Mmh. dirigeants qui est complexe sur les deux volets, Mais bon, pouvoir je et valeur. rebondis parce que nous l'avons fait chez Nursis de créer une fondation qui est actionnaire minoritaire du groupe. Bon, on a dû se convaincre nous-mêmes, donc c'était pas si difficile puisqu'on souhaitait le faire. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça nous aide à innover pour des raisons que je pourrais détailler ensuite. Ça protège l'entreprise parce que bah, elle est moins facilement euh, comment transmissible à d'autres déteneurs du capital. C'est une part qui est inaliénable, celle que l'on donne au fond qui détient ensuite. Ça nous aide aussi à rencontrer des acteurs de l'intérêt général dans l'univers du numérique qui est le nôtre pour identifier des sujets que l'on pourrait Mmh. explorer à l'avenir. Ça a plein d'avantages en réalité. Et Mmh. on n'est pas obligé de transmettre la majorité du capital, c'est-à-dire qu'on peut garder une partie conséquente que l'on réinjecte directement dans l'entreprise dans la mesure où on souhaite voilà, pouvoir développer des projets qui ne sont pas forcément des projets d'intérêt général. Exactement, il y a une richesse qui est autre, mais comme dans beaucoup d'autres, enfin voilà, on le voit même avec tous l'extra-financier, la CSRD qui se développe, on a du mal à mesurer la richesse qui n'est pas financière, hein, Mmh. c'est une mesure qui est autre, elle est moins commensurable, donc c'est là où il y a des levées de bouclier parce que c'est moins tangible, moins palpable, même si apparemment sur son lit de mort, on ne se souvient plus de combien de dollars on a, on a accumulé, mais plutôt des liens qu'on a créés. Et surtout, voilà, Thomas, ce que vous dites montre bien aussi, donc ça on le voit dans la pratique de la dépossession des fondations actionnaires, c'est Mmh. que les dirigeants, souvent, déjà mettent un peu de temps au début, ils trouvent l'idée assez séduisante parce que ça correspond à un idéal éthique, mettent souvent du temps à cheminer pour pouvoir donner, puis il y a des sujets familiaux aussi. Mhm. Je crois, Nicolas, que vous avez des enfants, peut-être que vous avez dû en parler. Il y a des sujets familiaux. En France, on ne peut pas déshériter n'importe qui, donc voilà, on ne peut pas déshériter ses enfants, il y a ce qu'on appelle une réserve héréditaire. Donc il y a toute une concertation à avoir si jamais on veut pouvoir donner une part significative. Et donc souvent, en fait, les dirigeants, ils vont, et je pense que c'est une façon sage de le faire et assez sensée, petit à petit. Ils commencent Mhm. d'abord à créer, ils donnent 1%, 2%, 5%, et sachant que, et ça aussi des modèles nordiques et autres, nous ont montré que c'était possible, on peut décorréler les pouvoirs économiques des pouvoirs politiques, Mmh. c'est-à-dire on peut associer à certaines actions des dividendes qui remontent voilà, pour financer des actions d'intérêt général, des droits de vote. Voilà. Et ça, Mhm. Patagonia l'a fait, par exemple. Mhm. Oui.
pour pouvoir voilà, donner le pouvoir à ceux qui savent décider et pour pouvoir donner l'argent à des ONG en faveur de la Terre qui est le seul actionnaire. Voilà, donc il y a vraiment un chemin comme ça aussi pour pouvoir pas non plus sauter dans un grand vide, mais pour pouvoir essayer de dessiner un paysage et construire un horizon et un futur désirable, comme disent souvent les gens. Nicolas, toujours pour être concret, votre modèle repose sur une gouvernance où les consommateurs participent aux décisions. Donc, quels enseignements tirez-vous de cette approche en termes de performance et de résilience? Alors nous, j'essaie, alors c'est compliqué parce que quand vous faites un choix, c'est dur de dire aux autres, vous devriez faire pareil, c'est le seul modèle possible, c'est compliqué. Quand on fait une fondation actionnaire, normalement, on devrait le faire dans l'intimité de ses choix. En faire une communication, c'est pas simple non plus, parce que, mais on a On le fait pas décidé. pour ça d'ailleurs. Voilà, on le fait pas pour ça, mais à la fin, on nous en parle. Et là, bon, nous, on a décidé de tout expliquer. Quand C'est qui le patron a été créé, pour vous raconter l'histoire, il n'y avait pas la fondation actionnaire. Il y avait une coopérative qui est toujours la patronne. Il y avait 2 structures où il y a de l'actionnariat qui bascule en fondation actionnaire. Mais pendant 6-8 ans, c'était bien le choix très personnel, intime, il faut en parler. C'est-à-dire que si c'est une posture technique, Oui. structurelle, ça ne marchera pas parce que côté consommateur, il faut que tu sentes que c'est une réalité au-delà de la structure. Ouais, c'est pas 3% vite fait pour faire un peu de cosmétique. Donc moi, pendant 8 ans, je m'en suis même pas rendu compte. C'est un jour un article, un journaliste qui avait un peu creusé, qui me dit, mais vous vous rendez compte, vous pouvez appuyer sur un bouton chaque année et récupérer des milliers d'euros. Moi, j'avais automatisé, donc je ne le faisais évidemment pas, et j'avais même pas à faire une mise, notamment vers le fonds de soutien aux producteurs, de disposition des fonds. Mais tout s'est éclairé quand on m'a dit, attention, ton choix, il est clair, on le connaît, mais le jour où tu disparais, tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas se retrouver dans les mains d'autres gens avec un nouvel actionnariat qui va décider que les producteurs, bon, ça ne doit plus gagner autant, on enlève quelques centimes pour faire des bénéfices pour des mauvaises raisons finalement. Et En donc, réalité, le pouvoir était encore concentré en fait. ouais, alors il était par nature, et c'est intéressant, c'est là où l'intention, elle peut être beaucoup plus intéressante même que le structurel. Moi, j'avais tellement intimement ça à l'esprit que j'avais fait en sorte d'ailleurs même que la COP soit la patronne, elle avait un droit de veto. Surtout, on avait fait en sorte que ce soit déjà balisé. Mais c'était pas ça le plus important. C'était que moralement, tous ceux qui étaient avec nous autres consommateurs dans l'histoire, ils pouvaient à tout moment, en étant à l'intérieur des comptes du fonctionnement, sur les réseaux sociaux, dire stop, les amis, ça marche pas comme on pensait, c'est qui le patron, c'est plus étonnant ou bizarre qu'on l'imaginait, donc on débranche la prise. Il faut à un moment donné se déposséder de l'idée, quand on est dirigeant, que on a cette capacité un peu d'expertise, qui malgré tout au final fait qu'on doit réfléchir au nom de tous, pour le bien-être de tous. Non, faut arrêter. Il faut mettre des gens dans les réunions, des gens comme nous, dans une relation qui est beaucoup plus horizontale et égalitaire, avec quelqu'un qui va lever la main en face d'un grand patron de Carrefour, de Leclerc ou de Danone, en disant « Ah, bonjour monsieur, moi je suis comptable à Brest ou voilà, infirmière à Tourcoing, comme les sociétaires de la COP. Ce que vous dites là, monsieur, la grande marque ou le distributeur, nous on n'est pas d'accord avec ça. Nous, les consommateurs, mais vous faites quoi, madame? Vous êtes qui? Moi, je suis une consommatrice. D'ailleurs, je vais dans vos magasins, je vais à tel endroit, là, faire mes courses. C'est pas bien ce que vous dites. Nous, on veut que notre argent, il aille au producteur, à un autre endroit. On voit bien que cette voix-là, elle réveille le petit arrangement d'entrepreneurs qui, à la façon de Usual Suspect, vous connaissez le film, il y a Kaiser Soze dans Usual Suspect, il y a une espèce d'entité comme ça, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas, il y a quelqu'un qui bloque tout, mais en fait, on ne sait pas qui c'est. Et là, quand tu mets des vrais gens dans les réunions, dans les décisions, je suis obligé de dire vrais gens pour marquer le trait, tout change, voilà. Mais il y a un vrai sujet aussi de personnalité, c'est souvent ça, les entreprises, quand elles sont créées, suivent des entrepreneurs, des idées, des charismes. Et pour justement pouvoir créer une continuité avec une structure, inviter les vrais gens, etc., il y a quand même quelque chose à prévoir, une montée en compétence des personnes, et pas pour justement ne pas avoir une seule structure, une personne morale, typiquement une fondation, qui devienne Mais ça, habitée. Et donc ça, je ne sais pas comment est-ce que vous Mais avez ça, commencé c'est à... vrai, hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir c'est pas très vendeur de dire ça, mais il faut aussi se rendre compte que l'ultra-système de la COP absolue, ultra partagé à un point extrême, enlève un peu de l'agilité nécessaire qu'il faut, notamment à l'entrepreneur et l'équipe.
C'est compliqué d'expliquer ça. C'est-à-dire que nous, chez C'est qui le patron, à tout moment, il y a une force collective qui peut débrancher notre aventure si elle part pas dans la bonne direction. On a rendu tellement les choses perméables et le rôle de chacun si important que c'est une pression morale même, au-delà de structurelle. Ça peut débrancher l'aventure instantanément si c'est pas ce on avait prévu collectivement. Mais l'équipe, il faut qu'elle puisse travailler. Et là, il faut aménager plutôt que de la décision. Au début, on faisait 30 décisions par jour. Les gens ont dit, ouais, on est super content, mais bon, on a un petit peu une vie, c'est un peu compliqué de tout décider collectivement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est, voilà le cadre, sans arrêt, on en fait une référence pour que tout le monde le valide, et après, on dit à tout le monde, OK, on va là, on est d'accord, et on appuie sur un bouton. En fait, on fait valider des décisions plutôt que de les co-construire toutes au point zéro. Et on a affiné comme ça 2-3 choses, mais le plus important, c'est que chacun se sent dans un rôle qui n'est pas spectateur de ce qui est patron, une marque bien faite par du marketing pour faire vendre des produits qu'il y a des producteurs. C'est ma marque. Je peux, en tant que consommateur, arriver dans un magasin et dire au directeur, mettez ces produits. C'est nous, les consommateurs, qui avons créé ça. Nous. C'est pas eux, ils ont créé ça pour nous. Tous cette petite relation. Et pour finir, il y a des startups que je vois, j'essaie de les aider. Alors, il y a des dirigeants qui arrivent. Vous en mettez 100. Et je leur dis, bon, vous êtes sur des trucs, partage notamment, je ne citerai pas de nom, mais vous faites du partage. Arrêtez avec votre modèle, l'investisseur, je vais essayer de garder. Quand j'aurai de l'argent, j'essaierai d'en faire d'autres trucs. Dès le départ, dites que vous partagez la valeur. Dites-le à tous ceux qui vont acheter. Dites à celui qui est en face, si tu m'aides, en bouche à oreille, par des actions, à vendre ces produits, ça va aller à tel endroit. Moi, j'aurai un salaire et je suis heureux. C'est important, hein. Ils gardent tous le modèle à l'ancienne de l'entreprise, malgré tout, même quand c'est des startups avec des bonnes intentions. Et à la fin, il y en a combien qui arrivent? Parce qu'au bout d'un moment, il vaut mieux avoir un salaire, une belle aventure sécurisée et le soutien du plus bel associé du monde, qui s'appelle nous tous consommateurs, que d'être dans l'obstination d'un modèle à l'ancienne qui fait que tu te bats pendant 3 ans et tu n'arrives même pas à en vivre. Donc c'est une mentalité et des convictions fortes. Si au départ, les dirigeants ou ceux qui créent l'étincelle n'ont pas réellement cette volonté que ça se passe comme ça ne marchera pas. Parce que la masse de gens qui va rejoindre l'aventure ne sera pas sur la même fréquence, sur une petite dissonance, et ça ne fonctionnera pas. Donc c'est très intime, la relation au partage, et c'est pas forcé, et c'est pas une stratégie d'entreprise. Béatrice, chez Enercop, les sociétaires ont un rôle décisionnaire. Quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées dans la mise en place d'un tel modèle de gouvernance? Alors déjà, nous, on est structurellement dans une idée de partage parce qu'on est une coopérative et on n'est pas n'importe quelle forme de coopérative, on est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Une SIC, schématiquement, c'est une scope avec non pas un petit truc en plus, comme dirait Artus, mais 2 petits trucs en plus. La première chose, c'est qu'on poursuit un but d'intérêt collectif. Et la deuxième chose, c'est que on associe, là où une scope associe ses salariés, une SIC, elle associe toutes ses parties prenantes. Donc, dans les sociétaires d'Enercop, il va y avoir les salariés d'Enercop, mais il va y avoir aussi les clients d'Enercop, mais aussi les producteurs d'énergie renouvelable auprès desquels on se fournit, mais encore les partenaires avec lesquels on monte des projets, les collectivités territoriales avec lesquelles on monte des projets. Toutes les parties prenantes sont à la gouvernance de la coopérative. Donc ça veut dire que on dirige ensemble ce qu'on a envie de faire. Et ça, on a envie de dire, c'est statutaire, et statut fait pas vertu, on le sait bien. Et donc, du coup, il faut s'appliquer à le faire vivre ensuite dans l'organisation quotidienne. Donc, chez nous, ça passe par des choses très concrètes. On est en gouvernance partagée, l'équipe salariée, on fonctionne sur le modèle de la gouvernance partagée. Donc, on a des raisons d'être et des périmètres, et chacun est associé aux prises de décision. Donc, il y a beaucoup de co-construction. Il n'y a pas que de la co-construction, il y a aussi des phases d'information, de consultation, etc. Mais beaucoup de co-construction. Globalement, on prend à peu près jamais de décision par vote. On prend des décisions en faisant de la gestion par objection, ce qui est une modalité vue de l'extérieur qui peut paraître comme une modalité très chronophage, mais en fait, ce que ça produit, c'est qu'il y a une adhésion beaucoup plus forte à la décision qui est prise, puisqu'en fait, la décision, elle est prise quand tout le monde peut vivre avec. Et donc, ça permet d'avoir une adhésion assez importante. Ça passe par, si je vais strictement sur l'équipe salariée, ça passe par un encadrement assez important de l'échelle des salaires, parce que chez Enercop, les salaires vont de 1 à 3. Et on a un salaire plancher à 2 800 € brut mensuel.
Donc, on a encadré ça de 1 à 3. Et puis, si j'élargis un peu le scope au-delà de l'équipe salariée, je vais aller dans un projet très concret, par exemple. On essaye de développer un modèle de gouvernance de l'énergie assez original qu'on appelle les communautés énergétiques. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de privilégier, c'est des endroits où on va associer dans un territoire donné, par exemple la commune ou la collectivité qui est intéressée par de la fourniture d'électricité renouvelable, les résidents de cet espace qui vont s'intéresser à, OK, donc on va installer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, on va les mettre où, pour faire quoi, ça va alimenter qui, qu'est-ce qu'on va faire du surplus, à qui on va le revendre, pour faire quoi, etc., etc. Les entreprises du coin qui pourraient bénéficier de l'énergie ainsi produite. Donc on met autour de la table vraiment toutes les parties prenantes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ces communautés énergétiques citoyennes, elles créent des retombées locales très conséquentes. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Il y a un réseau en France qui s'appelle Énergie Partagée, qui est un réseau qui accompagne le développement de ces communautés énergétiques citoyennes, qui montre que pour 1 euro investi dans une communauté énergétique citoyenne, il y a 2,50 € de retombées locales. Ce qui n'est pas le cas dans les projets de production qui sont développés en dehors de ce système. Et pourquoi c'est le cas dans ce système-là? Parce que les gens autour de la table, ils vont avoir à cœur de dire on veut faire travailler des artisans locaux, par exemple. On veut aller se fournir avec des producteurs locaux. Et donc, du coup, ça crée des retombées directes. On appelle les gens aux capitaux de nos organisations, mais on les appelle aussi à la gouvernance. On ne se contente pas de leur dire investissez votre argent. On leur dit venez vous asseoir avec nous autour de la table et décidez ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour faire quoi? Donc, du coup, pour répondre à la question, finalement, quel problème ça pose? Ça pose des problèmes. D'abord, déjà, nous, on est une très grosse coopérative, parce que d'abord, on est un réseau de coopératives. On est aujourd'hui 11 SIC Enercop. On sera 13 à la fin de l'année. On compte plus de 60 000 sociétaires, ce qui fait de nous la plus grosse société coopérative d'intérêt collectif. 60 000 sociétaires, c'est beaucoup de monde. Donc, animer un réseau de 60 000 personnes, c'est du travail, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut avoir une attention permanente de se dire comment est-ce qu'on embarque avec nous nos sociétaires, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne décrochent pas. Surtout que nous, en plus, on est sur un sujet qui est un sujet ultra technique. Globalement, les gens, si on ne bosse pas dans le domaine de l'énergie, on n'y comprend rien, on ne va pas se mentir. C'est un marché super complexe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour continuer à garder ces gens qui sont venus pour un projet qui allait les incapaciter sur ce sujet-là, qui avaient envie de mettre leur bille là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour les emmener avec nous? C'est du travail, quoi. C'est une attention permanente. Mais juste sur embarquer toutes les parties prenantes, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est donc il y a énormément de personnes de la chaîne de valeur et vous arrivez à créer des communautés, mais on parle de plus en plus, et c'est justement là où les crises écologiques, c'est de là que les crises écologiques viennent, c'est-à-dire qu'on a cru que la nature était gratuite, et de plus en plus, on commence à voir, et Thomas pour en parler, l'association d'une partie prenante qu'on n'avait pas visibilisée jusqu'ici, qui est la nature en tant que telle. Après, on peut lui donner pas mal d'autres noms en fonction du business dans lequel on est, le sol, la biodiversité, etc. etc. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'associer des modèles comme les SIC, les SCOP, qui sont beaucoup autour des communautés, autour des hommes et autour des salariés, mais aussi avec des modèles comme par exemple des fondations actionnaires ou d'autres administrateurs qui puissent représenter des parties prenantes encore autres qu'on visibilise encore moins. Nous, on a effectivement pris la décision d'intégrer des représentants de la nature dans l'actionnariat, le conseil d'administration et nos autres instances de gouvernance. Mais ce qui se dégage bien, je trouve, là, c'est qu'on soit SIC, fondation actionnaire, une marque créée par les consommateurs, la clé, c'est de trouver un juste équilibre entre une contribution de ceux qui sont dans la filière et dans l'écosystème de l'entreprise et de laisser quand même la capacité à ceux qui doivent en assurer le pilotage d'être à la manœuvre sans tout le temps concerter. Sinon, ça devient sans doute beaucoup trop lourd. Et ça, on peut y arriver de plein de façons différentes. Et quand on y arrive, c'est là que ça devient très riche. Peut-être pour faire une transition, Alix, sur la deuxième séquence pour ce débat, sur la robustance, on va dire, c'est-à-dire la convergence entre robustesse et résilience, c'est que toutes ces mécaniques-là, elles aident l'entreprise à mieux percevoir les attentes des différentes parties prenantes, pas juste en les sondant une fois de temps en temps ou en les foutant dans une salle de réunion au sous-sol de la tour dans la Défense, mais plutôt en les réunissant régulièrement pour capter des signaux, orienter ces décisions, orienter ces projets et parfois les faire même contribuer à ces décisions. Donc peut-être qu'on peut essayer là d'aller creuser dans ce temps qui nous reste, en quoi ça vous a aidé dans vos organisations à être plus agile face à des contextes qui sont hyper mouvants. Quand j'entends, c'est juste de le présenter comme ça, mais là c'est vraiment un témoignage de ce que nous on vit. On a, dès le départ, on n'a jamais eu l'impression d'être une équipe opérationnelle qui faisait un projet
et qui allait le présenter aux autres. C'est hyper important parce que je me rappelle du tout premier jour, moi j'étais tout seul au départ, Laurent Pasquier est venu, et puis il y a la troisième personne qui arrive. C'est un ami de Laurent. Alors on se connaît pas, et on lui dit, ben voilà, on va créer une marque à nous, les consommateurs. Donc voilà comment ça va fonctionner. Il faut se bouger, les producteurs ils sont vraiment en galère. Quand il rentre chez lui, je l'ai su après, il dit à son épouse, il n'a pas dit, tiens, j'ai rencontré tu sais, Laurent, là, il y a une start-up qui se monte, ça va être des produits co-construits, et puis on verra si on les achète ou pas. Et il a dit à sa femme, écoute, on a une marque à nous, les consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ce millimètre-là, ce petit millimètre de départ, qui peut faire 100 km à l'arrivée, il aligne clairement le fait que ceux qui initient sont au milieu de tous ceux qui vont consommer et participer. Parce que ce qui fait que ça avance pas plus vite, c'est que dès que tu te retrouves même en face de la plus vertueuse des structures, mais qu'on te met dans une position de consommateur à l'ancienne, un peu pousseur de caddie, qui regarde et qui décide ou pas d'y aller ou pas, c'est pas la même chose que lorsqu'on te dit, bon, on débraye la mécanique, on n'a pas les moyens que d'autres ont, on est fort de ce on en fera, et chacun prend sa part. Il faut lâcher prise dès le départ sur la notion de on est des dirigeants, on vous organise un truc collectif, vous allez voir, ça va être super. C'est déjà trop. C'est déjà quelque chose qui fait pas... voilà. Parce que nous, effectivement, il y a 15 000 sociétaires dans la COP, il y a 16 millions d'acheteurs, mais il y a bien plus que 15 000 personnes. Les gens vont dans les magasins, on gueule les directeurs. C'est leur marque. Et c'est notre marque à tous, mais c'est la leur autant que la nôtre. Et donc, c'est pas nous, l'équipe, on fait quelque chose pour une masse de gens qui nous ressembleraient. On est au milieu de tous en train de faire, chacun à notre niveau, une part de ce mouvement, la fameuse murmuration qu'on décrit souvent, ou pour en redire un mot, et pour finir, tu te rends compte que un jour, on nous a dit, c'était un journaliste du Times qui était venu faire un article sur C'est qui le patron, très libéral, enfin, il était dans un truc dur, il me demandait des clés à l'ancienne, un peu business, comment vous expliquez que ça marche autant, 128 millions de produits, il n'y a pas de commerciaux dans les magasins, bon. Et un sociétaire m'a dit, tu vois, face à ces questions, on n'a pas notre recette. Comment tu peux répondre à ça? C'est là où l'image de la murmuration a été donnée par un sociétaire, elle est géniale. Dans la nature, vous voyez, il y a des grands vols, des tourneaux, ou des bancs de poissons que vous voyez comme ça dans des volutes parfaites, en un instant créer des mouvements collectifs fabuleux. Les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader qui impulsait à ces milliers d'individus ce mouvement fabuleux. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui fait faire à ce groupe ce qu'aucun individu n'aurait réussi à lui faire faire. Donc ce moment un peu de lâcher prise, où il n'y a plus de rigidité, plus de repères, qui te ramène dans un rôle de « j'achète ou pas ?» Non, c'est est-ce que je suis une partie de l'histoire ou pas? Et ce petit millimètre de départ, il est très important. Parce que si pays ont reproduit C'est qui le patron, ils ne l'ont pas fait de cette façon-là et ça n'a pas fonctionné de la même manière. Béatrice, il reste 1 minute d'émission. Est-ce que vous voulez clôturer en rebondissant et puis plus globalement Ça va être difficile de faire mieux que le vol des étourneaux. La question, c'était... La résilience. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on quand même on co-construit partout tout le temps, mais c'est notre ADN maintenant, enfin c'est notre identité, donc c'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin permanent. Donc on se fait, par exemple, nous on a eu des questions au moment où on a grandi. Au début, il y avait 2 salariés à Enercop, et puis maintenant on est à peu près 200 dans tout le réseau. Forcément, quand on va chercher des nouvelles personnes, des compétences très pointues, c'est des gens qui sont pas forcément acculturés à ces manières de faire, et donc il y a un enjeu de formation. Et donc, on forme les équipes salariées et on forme nos sociétaires aussi et on leur propose en permanence des temps d'idéation, d'échange, de construction collective et c'est vraiment, c'est notre ADN en fait. Donc, On passe à notre dernière séquence, c'est le goût de Touno.